Merci pour vos questions. Toutes les fois que nous êtes ici, je vais essayer de la répondre du mieux que je pourrais aujourd'hui. Alors, je commencerai par être historique et ça nous permettra de suivre le fil de mon intervention. Le président Doumbouya, pour la grande majorité des Guinéens, a été vu au cours des défilés au stade. Et la autre fois que les Guinéens ont reconnu son visage, c'était le 5 septembre. C'était le soldat que tout le monde connaissait. Aujourd'hui, le président l'a reçu. Et nous allons parler essentiellement de ce qui a été fait à la tête du pays depuis 3 ans. Depuis 3 ans, ce qui est le plus important, au-delà de tout ce qu'on va dire, infrastructure, ici et là, c'est effectivement la réformation du pays qui est en train de s'opérer. Des points par secteur, on pourra faire le loge de ça. Ce n'est pas le vrai sujet. Le sujet, c'est également le fait que les gouvernants, pendant cette transition-là, font quand même l'effort de communiquer le plus grand nombre de fois que cela est permis. Également, notre culture s'est installée à l'île aujourd'hui. C'est le niveau de la gouvernance. Les gouvernants savent aujourd'hui que toute leur action au quotidien sont scrutées par la population. Les exigences commencent à être de plus en plus grandes. Le sujet n'est pas aujourd'hui le problème de la candidature du président Doumbouya. C'est la peur des Guinéens d'avoir peut-être un niveau de gouvernance plus bas que le président Doumbouya. Et tout ce qui a été fait en 3 ans commence à faire de l'ombre à beaucoup. Ça commence à inquiéter. Et ce que les Guinéens souhaitent aujourd'hui, c'est que cette dynamique renforcée soit au moins à la taille supérieure à ce que le président Doumbouya fait aujourd'hui. Et si l'éventualité faisait que le président Doumbouya était encore sollicité par les frères, par tout le monde et à l'échelle nationale, de poursuivre son travail, je ne parle pas à son nom, mais personnellement, je pense que s'inscrire dans une dynamique de refondation, de continuité, de progrès, de prospérité, telle que c'est aujourd'hui, c'est la dynamique à laquelle moi je m'inscris, à laquelle je pourrais peut-être dire je pense que les objectifs des Guinéens, c'est d'avoir un niveau de gouvernance aussi stable, aussi vertueux, aussi rigoureux que vous le faites aujourd'hui. Ça pourrait être vous, mais il ne faudra pas que ce soit quelqu'un qui a une carrure moins que vous pour la gestion du pays. C'est ça, c'est ce que je voulais dire, la candidature présidentielle. Est-ce que, en clair, cela voudrait-il que si certains Guinéens demandent aujourd'hui au général d'être candidat, vous allez dire oui et mobiliser d'autres à dire oui? Le président Doumbouya a des citoyens guinéens comme tous d'autres. Il n'y a aucune interdiction pour le président Doumbouya de se prêter à la candidature pour gouverner le pays. Non seulement en termes de pouvoir, il en a la possibilité, il en a aujourd'hui la qualité pleinement, mais il n'y a aucune restriction en termes de constitution pour qu'il aille demain à une élection en Guinée. Si vous souhaitez répondre à sa partie. Excusez-moi, le général, moi j'ai envie de dire. Alors, voilà, excusez-moi. J'ai envie de dire pourquoi pas une candidature. La question est ce que j'ai envie. Merci. Ce que j'ai envie de dire, le président que je suis et à la tête du pays actuellement n'est pas un lâche. Le moment venu, s'il décide
il va briller le suffrage des Guinéens, il le dira en temps et lieu. Je dis pourquoi pas. C'est tout ce que aller devant le suffrage, ce n'est pas usurper la volonté du peuple de Guinée. Si le temps, le contexte, la situation l'exige, il le sera. Et ce sera pour relever les défis. Pourquoi pas? Ça, c'est un sujet, à mon avis, qui permet de passer du temps, mais qui en soi n'est pas la préoccupation majeure des Guinéens. Les Guinéens veulent un pays en paix, où le vivre ensemble est constitué, où les projets et perspectives sont mobilisés pour leur bonheur et la prospérité partagée de leur pays. C'est tout. Et ils veulent des hommes et des femmes qui conduisent ces projets. Ils s'appellent Mamadi Doumbouya ou autres. Nous disons pourquoi pas. Donc, cette question pour nous, l'idée des candidatures s'il y a, elle répondra parfaitement à la légalité. C'est aussi ça, l'engagement. Et cette légalité, elle viendra de la Constitution qu'on va adopter ensemble. Je l'espère. Merci. Il faut peut-être ajouter que c'est quand même une réalité que cette ferveur-là a grandi sans pareil de plus en plus de population. Nous l'avons remarqué récemment avec sa télé-rachée. C'était vraiment quelque chose de très grandiose et auquel on ne s'attendait vraiment pas. Merci beaucoup. Oui. Bonsoir. Moi, c'est Nami. À la suite de Mali, certainement dans la même logique, la logique des élections, le ministre des Affaires étrangères, on l'a vu dans les médias, aurait annoncé que toutes les élections auront lieu en 2025. Première question. Cela voudrait dire que le référendum qui avait été prévu ici la fin de 2024 n'aura pas lieu, si vous confirmez bien évidemment ce que le ministre a dit. Et lors des élections, ça va être quelque chose qui a été prévu ou ça va changer, et quel va être le fichier qui pourrait à ce effet servir à l'organisation de cette élection, et parce que le répète, on en est encore très loin. Merci. Je dirais que nous, sur la chose de la société, ce qui est le référendum, c'est le scrutin référendaire. C'est pour que les Guinéens disent demain oui ou non. Ce n'est pas encore les élections, d'accord? Les élections, c'est quand les candidats vont se lever pour dire que je suis candidat à tel, la candidature est validée, le peuple vote pour eux. D'accord? C'est ça les élections. Imaginez schématiquement, et quand vous prenez le calendrier, ça ne devrait même pas faire l'objet de débat ou de discussion quand le scrutin référendaire est théoriquement organisé en décembre. Ça veut dire que tout ce qui suit le référendum, ça va se faire après décembre. Après décembre, forcément, c'est janvier. C'est logique. So, Il y a une chose dans l'explication. Je crois que c'est pour il n'y a pas l'explication n'est pas complète. Après décembre, c'est janvier, monsieur. Le référendum aura lieu en 2024. Parce que toutes les élections auront lieu comme. Oui, mais ces élections, c'est après le référendum. Toutes les élections, c'est après le référendum. Les élections présidentielles, communales, et tout ça va commencer. Ça sera après décembre 2024. Il est prévu en 2024 que le référendum. Et après, toutes les élections vont suivre. Donc, les élections, le référendum sera tenu en 2024. Ça va être avec quel fichier? Puisque durant toutes ces 3 années, on nous a régulièrement dit qu'il faut un fichier clair. Et pour qu'il y ait un fichier qui ne peut pas prêter à confusion, il faut aller vers le avec. Est-ce que l'histoire de avec est derrière nous, ne serait-ce que pour le référendum? On ira avec quel fichier, bien sûr, de votre référendum? Nous n'accélérons pas trop. Vous savez, j'ai dit tantôt que le fichier qui est en construction ne partira pas de zéro. Je vais vous donner un schéma. Tous ceux qui ont des cartes d'identité biométriques aujourd'hui, est-ce qu'il y a besoin qu'ils se recensent à nouveau? Tous ceux qui ont des passeports biométriques aujourd'hui, tous
tous ceux qui ont des extraits de naissance biométriques de leur vie, qui a besoin de cette naissance. Tout ce qu'il nous faut, on les a déjà. Il y aura un complément pour que ceux qui n'ont pas encore accès à ces documents puissent y accéder. Construire dans ces cas-là un fichier électoral partira du fichier général de la population. C'est très important. C'est pour ça que nous encourageons nos concitoyens à continuer à prendre aussi ces documents administratifs qui sont nécessaires et dont la prise permet de mobiliser l'ensemble des données qui peuvent servir aux élections. Donc il y a ça. Le ministère de l'Administration pourrait faire un point rapidement sur l'état d'avancement de cette situation et ça pourra éclairer encore plus davantage. Mais rappelez, rassurez-vous, quand le fichier, il y a déjà beaucoup d'entre vous ici systématiquement à l'intérieur parce que qu'est-ce qu'on va avoir pour les vos cartes d'identité biométriques aujourd'hui ou vos extraits de naissance biométriques. Donc encourageons nos populations à le faire, ça va nous permettre de gagner du temps. Je pense qu'il y a une bonne partie de la population qui est dans cet environnement-là, mais le moment venu, un point plus exhaustif sera communiqué sur précisément ce point. J'ai envie de compléter en disant que, connaissant la sociologie de notre pays, ces 15 dernières années, l'ensemble des problèmes en Guinée ici, c'était essentiellement lié au fichier. Le fichier, il est très important. Le processus qui va suivre le fichier également, c'est extraire tout ce qui est la partie électorale. Sa fiabilité et sa crédibilité aussi sont un facteur important dans le processus. Certes, il nous faut un fichier, oui, mais un fichier fiable et crédible également est aussi un instrument que nous devons avoir pour que la paix liée au scrutin en Guinée soit également définitive. Nous y travaillons. Bonjour, j'ai deux questions. La première, puisque vous parlez du bilan, au début de la transition, vous vous étiez fixé un certain nombre de chantiers à réaliser qui sont obligatoires ou indispensables à un retour à l'ordre constitutionnel. Par rapport à ces chantiers, quel est le bilan que vous dressez? La deuxième question, on a entendu une délégation parler au nom du général Amara, donc un bien forestier, annoncer son arrivée, mais également parler de la candidature du président de la transition. Donc, qu'est-ce que vous avez comme réaction par rapport à ce qui a été dit en votre nom? Et surtout, qu'est-ce qui fait que finalement, vous n'avez pas effectué la tournée qui avait été annoncée? Je vous remercie. Merci beaucoup. La première, c'était le sujet de... Le bilan, les chantiers. En fait, on n'est pas, c'était pas des chantiers pour le principe de vérité de contexte. C'était un chronogramme pour le retour à l'ordre constitutionnel. Le premier point, c'était le recensement général de la population. Le second, c'était le recensement de l'habitat. Le troisième, c'était le recensement administratif à vocation d'état civil. Le troisième, c'était l'écriture de la Constitution. Le cinquième, c'était le scrutin référendaire. Ensuite, il y avait tout ce qui était écriture de tout ce qui est loi organique. Je pense. L'élaboration de la nouvelle Constitution, l'organisation du scrutin référendaire, il y avait l'élaboration des textes de loi organique et l'organisation des élections locales, l'organisation des élections législatives, la mise en place des institutions issues de la nouvelle Constitution, ensuite l'élection présidentielle. Et effectivement, ça, c'est ça, un chronogramme. C'est sur la base de ça que les travaux sont en train d'être faits. Pour certains points, il y a eu un début de démarrage, mais forcément, pour une partie des élections, il faut un fichier. Le travail des fichiers n'est pas encore fini. Tout ce qui est lié aux élections, ça va attendre que le fichier soit disponible. Dans nos localités, dans l'intérieur du pays, vous avez vu l'INS passer pour poser des questions par rapport au recensement de la population. Il y a des travaux en cours. Pour ce qui est de l'envoi des émissaires d'envoi,
Et géographiquement, je l'assume, c'est ma région d'appartenance, je suis de Massaka, mais Guinée de façon générale. Et mes parents ont estimé que je devais partir à Massaka à une période qu'ils ont indiquée. J'aurais bien voulu partir à cette date, mais je suis tenu par les obligations de travail, et ces obligations de travail, je ne peux pas partir au fait que je n'ai la permission. Pour le moment, il n'y a pas de voyage planifié à Massaka. Il n'y a pas de vacances encore dans la région forestière, quand ça sera le cas, je peux partir. Qu'ils aillent et qu'ils ont dit, j'ai envoyé des émissaires pour soutenir la candidature du patron. J'avoue que je dors avec cette idée que je me réveille avec peur. Ce qui a été dit, c'est peut-être un rêve en moi qui s'est matérialisé sur le terrain. Le jour que j'aurai la possibilité de pouvoir le dire, de vivre voir le terrain. Merci. Je m'appelle Jean-Marie Kamara, je travaille pour Guinée Centrale. D'abord, je veux savoir, est-ce que c'est un lapsus de mon intégré désormais parce que monsieur le gouvernement vous a présenté comme étant porte-parole du CNAD. Est-ce que c'est un lapsus ou c'est. La porte-parole du CNAD, c'est pour la Guinée. Voilà, exactement. Alors, mes deux questions. La première, c'est de savoir, nous avons entendu parler d'une implication de l'ancien chef d'État, le professeur Alpha Condé, dans une prétendue tentative de déstabilisation de notre pays au niveau de la présidence et au niveau. Quelles sont les dispositions que vous prenez pour qu'effectivement de telles aventures ne s'aboutissent pas? La deuxième question, c'est de savoir avec M. le porte-parole du gouvernement, vous avez décliné l'aspect politique de cette transition. Est-ce que dans le cadre de la décrispation, M. le Premier ministre qui séjourne aux États-Unis pourrait rencontrer le chef de file de l'opposition, à savoir Cellou Dalein Diallo, pour parler dialogue? Parler de l'implication du ancien président à une tentative de déstabilisation, nous l'avons appris par voie de presse et sur un plateau de télévision sibérienne, un citoyen qui a été arrêté et que les interrogatoires ont permis d'établir que le professeur Alpha Condé était en train de fomenter avec des personnes un coup d'État sur la Guinée. Parlant spécifiquement de la personne de l'ancien président, c'est déjà les tentatives et les initiatives ne sont pas les premières, c'est plus vieux que chacun d'entre nous dans cette tradition. D'accord? Il a déjà fait, il pourra le faire, il le fera peut-être. Qu'est-ce que l'État envisage de faire? L'État a dans ses mains une panoplie de d'armes, d'instruments juridiques sur lesquels l'État peut effectivement actionner pour obtenir que les mesures de respect de la loi soient effectivement effectives et par endroit. Et cela me permet d'ouvrir une parenthèse, même si ce n'est pas la question, c'est pour juste illustrer le fait que l'État a vraiment fort et que l'État a des possibilités. Il y a quelqu'un qui s'était évadé un peu plus de 10 mois. Hier, il a été présenté dans une maison. L'État peut aller chercher qui est en mal avec la loi et le mettre devant ses responsabilités. Partout dans le monde. Le professeur Alpha n'est pas dans le sein. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'il faut dire aussi, alors, le volonté réelle pour s'y poser ou juste pour faire de propagande, il y a beaucoup d'acteurs politiques ou de société civile qui, chaque jour, essaient de dire de même mon frère pour on va déstabiliser. Ces tentatives sont aussi connues, ou ces idées sont aussi connues, c'est pas simple. Et l'État a besoin de s'informer. Mais comme le général l'a dit, ces sujets principalement, c'est à travers vous que nous avons appris. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas pris au sérieux, mais les canaux par lesquels l'information sérieuse va circuler, lorsqu'ils vont être actionnés, les dispositions adaptées seront associées à ça. Sur le volet de deuxième question, est-ce que le Premier ministre va rencontrer non pas le chef du fil de l'opposition, parce que ça, on a été, mais ça c'est notre temps, mais peut-être c'est le terrain. Moi, j'en sais rien. Pourquoi pas?
Rappelez-vous une chose, c'est que le gouvernement, sous le leadership du président de la République, tend la main aux Guinéens pour dialoguer. Cela n'est pas un tabou. Si c'est le régressif qui doit aller chercher à rencontrer le Premier ministre Maoui à New York, tant mieux. J'imagine qu'ils parleront de la Guinée après. Nous souhaitons que tous les Guinéens viennent autour de la table pour parler. Leur place est toujours là. Ils l'occuperont quand ils voudront. La table du dialogue guinéen n'est pas fermée. Donc ce n'est pas un sujet tabou pour nous. Si vous sollicitez que le Premier ministre trouve dans ses moyens qu'il peut accéder à cette demande et qu'il discute, c'est ceux des Guinéens qui auront discuté. Cela n'est pas un tabou. On le rappelait, nous ne sommes pas en train de construire un pays où les uns se méfient des autres, mais nous voulons construire un pays où les uns et les autres parlent pour dissiper les malentendus et essayer de construire un pays où les pauvres vivent ensemble. Donc ce n'est pas un tabou pour nous, mais ce n'est pas dans le programme officiel du Premier ministre de rencontrer cette tarif ailleurs. Merci. Ma question est liée à l'ordre de développement des élections. Le débat des partenaires de l'UIF à Paris, le ministre des Affaires étrangères a dit qu'entendre que le gouvernement est disposé à un type de cadre de foi de commencer les consultations électorales par l'élection présidentielle. Est-ce qu'aujourd'hui, cette question est réellement un débat au sein du gouvernement? Est-ce que le gouvernement est réellement disposé à commencer les élections par la présidentielle? Ma deuxième question, c'est liée à l'économie. Le porte-parole du gouvernement a laissé entendre que l'économie est résiliente, sauf que sur le terrain, nous lui tendons le micro que se fait. Je disais donc, par rapport à l'économie, le ministre porte-parole du gouvernement vient d'annoncer que l'économie est résiliente. Sauf que nous qui tendons quotidiennement le micro Guinée lambda dans les quartiers, dans les marchés, on a l'impression que ces Guinéens-là ne sentent pas que notre économie est résiliente parce que le coût de la vie est extrêmement cher. Aujourd'hui, qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire pour justement alléger le panier de la ménagère? Je vais parler en termes de chiffres, d'accord, pour l'amélioration des conditions de vie des Guinéens au quotidien partout. Pour l'importation des produits de première nécessité, depuis le 5 septembre jusqu'à la date où je vous parle, l'État a renoncé à 11 000 milliards pour permettre aux importateurs d'importer des denrées de première nécessité pour que le prix ne soit pas inflamé sur le marché. Ces chiffres, je vous les donne, sont véritables. Par 11 000 milliards de renonciation à des droits de taxes pour permettre aux Guinéens de vivre mieux. Et la question de la cherté de la vie, nous sommes des gouvernants, nous avons l'obligation d'apporter des réponses, c'est ce qui fait que l'État accepte de renoncer à des droits de taxes. Voici un propos de mesures qui sont apportées. Quand vous prenez le petit carburant en Guinée, les 12 000, regardez partout dans la Syrie, à côté de la Guinée. Aucun pays ne vend son carburant à moins de 12 000 francs. Ça veut dire également sur les produits pétroliers que l'État renonce entièrement à tout ce qui est droit de taxes pour permettre à la population de vivre mieux. Mais la cherté de la vie, c'est le travail du gouvernement, comme je le disais tout à l'heure, mais c'est aussi une réalité dans tous les pays du monde, y compris aux États-Unis. Le coût de la vie, il y a 5 ans, n'est pas le même. Aujourd'hui, ça ne sera pas le même dans 10 ans. Quand les premiers de nos frères et sœurs qui sont allés, tous ceux qui ont fait des écoles publiques, les parents ne payent pas plus de 100 000 francs par an. Aujourd'hui, nous qui avons ceux qui ont des enfants dans les écoles privées, payent combien par an? C'est le coût de la vie, mais il appartient effectivement au gouvernement d'apporter des réponses pour atténuer le coût de la vie. Et en Guinée, c'est une réalité. 11 000 milliards de renonciation pour droits et taxes pour permettre à nos concitoyens de vivre mieux. Mais ce n'est pas tout. Les mesures d'atténuation se font. On passera régulièrement de faire des communications. C'est parce qu'on n'a pas suffisamment bien communiqué dessus que certains ont pensé que l'État ne fait pas assez. On a renoncé à 11 000 milliards de dollars d'État. Pour ce qui est du peuple, la population lambda,
on ne ressent pas le changement, la lutte. Le dollar et l'euro, les prix d'échange sur le marché sont quasi restés fixes pour les 3 dernières années. Ça, c'est incontestable par chacun. Pour les variations, c'est de l'ordre de quelques centimes de francs. D'accord? Ça, c'est une réalité. Mais une chose qu'il faut également savoir, c'est qu'il y a eu des travaux de grande envergure partout, surtout dans le domaine des infrastructures. Ce n'est pas une argent qui nous est tombé dessus. C'est la gestion rigoureuse des ressources de l'État qui a permis de parvenir à ces résultats. C'est une réalité. Nous pouvons dire, par extrapolation, que ce qui est utilisé aujourd'hui pour faire le travail, c'est ce qui part dans les poches de certains qui prennent les outils qui partent de l'énergie. Aujourd'hui, les travaux se font parce que l'État fait de la gouvernance vertueuse. Et les résultats, pour que tout le monde bénéficie au moins de l'égalité, les retombées de la gestion rigoureuse. C'est ce qui nous permet aujourd'hui effectivement de tenir. On ne dirait pas le pays à transition. Merci. Donc, je peux juste compléter une phrase. Lorsqu'on dit que l'économie est résiliente, ça veut dire qu'elle résiste mieux. Ça ne veut pas dire qu'elle ne subit pas la crise, mais elle résiste mieux à la crise. Qu'est-ce que cela veut dire? Si on devait répercuter le prix de l'augmentation du blé sur le prix du pain en Guinée, au regard de cette évolution-là, la baguette en Guinée s'est répandue au-delà de 12 000 francs guinéens. Pour répercuter le coût de l'augmentation du blé, la Côte d'Ivoire, 80% du coût de l'augmentation du blé depuis la crise ukrainienne. Donc si on devait répercuter ça, on n'aurait pas pu acheter du pain. Maintenant, pour maintenir les prix à des niveaux raisonnables, la baguette a connu une augmentation du prix. On est parti, je crois, de 2500 à 3000 à 4000. Mais c'est 4000 au lieu de 12 000. On résiste mieux, mais le coût augmente un peu. Ça, c'est très important. Les hydrocarbures connaissent à peu près le monde. L'agriculture connaît le même sort. En 2021, le sac d'engrais à Conakry était vendu à 130 000 francs guinéens pour l'agriculteur. En 2024, c'est plus de 700 000 francs guinéens, le sac. Donc c'est très élevé. Qu'est-ce que l'État fait pour atténuer? Il prend en charge une part importante de cette alimentation pour maintenir à 400 000 francs guinéens. Mais ça va être un peu plus cher pour quelqu'un qui avait l'habitude d'acheter à 130 000. Mais c'est moins élevé que ce qu'on peut acheter dans les pays voisins. Ça, c'est très important. On a parlé du dollar et sa stabilité. C'est très important. Et puis la perspective. 120 000 emplois qui sont projetés d'investissement, plus de 1 milliard de dollars d'investissement attendu. C'est quelque chose d'important. C'est une économie nouvelle qui va être générée par cette perspective qui se manque dans l'exploitation de l'électricité avec l'automobile. Rien que cette perspective-là et la matérialisation de ce projet, c'est un espoir qui est suscité. Et déjà, les entreprises qui travaillent dans le segment du transport de matériel, de la logistique, connaissent une avenir assez important. Aujourd'hui, lorsque vous êtes dans le segment de Simandou, le Simandou cherche encore des camions pour transporter des machines, etc. Donc, c'est une avenir pour une bonne partie, en espérant que cette économie qui génère va être réinjectée dans le secteur de consommation. Maintenant, la crise là aussi est à venir parce que les flux de circulation entre guillemets illégales de ressources pour stabiliser la paix sociale ont été fermés. Ces flux, pour une grande partie, étaient alimentés par des chaînes peu vertueuses de sortie d'argent et de distribution sociale qui permettaient d'acheter un peu la paix sociale. Quand ça s'arrête, effectivement, ceux qui vivaient de ça connaissent une difficulté supplémentaire. Mais en remettant au travail, avec les emplois, avec les concours qui sont ouverts, avec le changement retraité, avec la revalorisation de l'argent des retraités, tout ça vient de permettre d'augmenter le pouvoir d'achat. Une augmentation de la retraite, moi je suis fils d'une enseignante qui, jusqu'à récemment, touchait moins de 400 000 francs guinéens de retraite par mois. Aujourd'hui, ils sont pour 1 million de francs. C'est une avenue qui est importante, que quelqu'un ne peut pas savoir, mais c'est important pour les enseignants qui étaient à ce niveau de retraite. Et il y a beaucoup de gens recrutés qui ont connu la pays par ça. Et puis la prise en charge aussi des soins de santé qui pèsent dans leur balance. Et ça, c'est très important avec la ministère de la Santé, la prise en charge jusqu'à 80% des coûts de maladie pour les fonctionnaires, etc. Tout ça vient réduire leurs dépenses et augmenter leur pouvoir d'achat. Et donc là-dessus, je pense que c'est fort appréciable.
Et puis récemment, c'est le ministre de la Culture qui a annoncé la prise en charge médicale avec une couverture universelle pour les artistes, et je crois, du monde du spectacle. Pendant longtemps, on a vu les grands dames de notre pays souffrir de maladies et en péril parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se soigner. Tout ça sera un lieu de souvenir. Tout ça vient atténuer la charge psychologique et la charge financière pour les personnes qui sont exposées à ça. Donc il y a des banques d'exemples qu'on peut citer pour dire que oui, les choses s'améliorent, elles ne sont pas parfaites, elles se stabilisent, elles s'améliorent, et c'est tout ce que nous souhaitons pour les autres secteurs. Il y a également une amélioration de tout ce qui est bourse d'entretien, de bourse localement, également de bourse